nationale, dans l'hémicycle, nous avons inauguré 2 plaques, comme il est d'usage de le faire pour les parlementaires qui ont marqué leur époque et leur empreinte à l'Assemblée elle-même. L'une pour honorer la mémoire de Jaurès et l'autre celle de Clémenceau. Le premier s'était opposé résolument à la guerre et en fut la première victime. Le deuxième l'a conduite jusqu'à la victoire, avec ténacité, opiniâtreté et avec un engagement de tous les instants, n'hésitant pas à rejoindre les soldats dans les tranchées pour éprouver avec eux la fraternité du front. En 2013 et 2014, la mission du centenaire nous a sollicités, nous les Français, pour collecter les souvenirs de la Grande Guerre. En nombre, les Français, nous, ont confié aux archives des pans entiers de leur vie familiale et de leur collection personnelle. Il suffit de constater le nombre d'expositions qui ont été réalisées durant ce week-end pour comprendre combien nos concitoyens se sont massivement mobilisés pour répondre à cet appel. Outre la garantie de leur sauvegarde, cette transmission a permis de partager avec la nation la douleur d'un conflit dont l'imaginaire collectif gardait comme celui d'un carnage d'acier et de boue. Les cartes postales, journaux, lettres, l'artisanat des tranchées ont mis à jour une autre dimension et complété notre compréhension de la Grande Guerre. Ces souvenirs racontent la dimension intime et personnelle du conflit. Ils en ont révélé, tout en nuances, la forte charge affective. Les citoyens ont pris le soin, partout en France, de transmettre les objets et les documents, liens de papier tissés entre le front et l'arrière, parfois lourds de sens. Ils prouvent que la Grande Guerre est présente dans les mémoires. Rappelons qu'en août 1914 a lieu une séparation des familles d'une ampleur inédite en France. Ça a déjà été dit, au total, c'est plus de 8 millions d'hommes qui seront appelés sous les drapeaux. Ces départs s'accompagnent d'un vaste effort d'écriture lié à l'alphabétisation nouvelle. Cette guerre s'écrit et se décrit de l'intérieur. On y lit en creux la nature de la transformation des sociétés en guerre et les effets de la guerre dans la sphère privée. Testaments, récits de baptême du feu, blessures, lassitude, imaginaire d'enfants, promesses, avis de décès. On y comprend l'épaisseur humaine de ce moment tragique. Ces archives permettent de raconter l'histoire absurde et tragique, peut-être symbolique, du dernier mort français de la Grande Guerre. Victime d'un obus français, Auguste Renault est mort pour la France par erreur. À Rochebechy, en Belgique, le 11 novembre, à 10h58, 2 minutes avant l'armistice. Ce sacrifice complète celui de millions d'autres. Si le front a tenu, c'est que l'arrière a aussi tenu. Et je me dois ici de rendre hommage à toutes ces femmes qui ont permis que le pays ne s'effondre pas durant toutes ces années de guerre. Elles ont travaillé à l'usine, elles ont travaillé dans les champs et assuré toutes les tâches du quotidien. En 1918, sous le commandement de Foch, la rupture stratégique survient rapidement. Lucide, il saisit l'opportunité laissée par l'échec de l'offensive allemande, Friedensturm, le 15 juillet. En riposte, à partir du 18 juillet 1918, les Alliés prennent l'initiative de la seconde bataille de la Marne. Elle se poursuit avec la rupture de la ligne de défense d'Hindenburg. Les Alliés la prennent en 2 semaines, là où les Allemands avaient résisté toute l'année 1917. Le chemin de la victoire s'ouvre. À l'autre extrémité géographique du conflit, l'armée d'Orient du général Louis Franchet d'Espéret part de Salonique, en Grèce, à compter du 15 septembre. Forte de 400 000 hommes, dont 210 000 Français, elle attaque en direction de Belgrade à l'ouest et vers la Bulgarie à l'est. Le front bulgare est rompu, donnant lieu au premier armistice de la guerre. Ainsi est précipitée la défaite des puissances centrales, mais Clémenceau impose que la fin des combats se fasse sur le front français. Et c'est donc en novembre 1918, la victoire militaire est française et celle de tous les combattants, des poilus en premier lieu, mais aussi de leurs chefs. Même si la reconnaissance envers cette génération perdure, nous vivons à une époque où l'idée d'une guerre européenne paraît lointaine, voire a disparu de notre imaginaire. Mais en prêtant l'oreille, entendons qu'elle n'est pas éradiquée. Il nous faut, pour ne plus la vivre, en expliquer les mécanismes funestes, donner à comprendre l'inimaginable,
savoir dénoncer l'action qui a jalonné la Grande Guerre et respecter à tout moment ceux qui ont donné leur santé, leur jeunesse ou leur vie pour nous garantir un avenir meilleur. Nous tirons ainsi les leçons de 14-18. La mémoire unie, elle ravive les valeurs qui font notre nation et rend tangibles les principes sur lesquels s'est construite notre République. La fraternité du front, celle des tranchées, est un sentiment qui doit animer notre vie publique et doit rester pour nous, acteurs publics et citoyens, une préoccupation de tous les instants. Ce serait là la meilleure manière d'honorer nos morts pour la France. Vive la paix, vive la République et vive la France. Je vous remercie.